Eh bien, enchantée. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Daphné. Alors, je mets souvent Daph sur tous mes réseaux. Je suis créatrice de contenu depuis très longtemps. Je suis sur les réseaux depuis 2015. Donc, ça fait vraiment pas mal d'années. Mais à l'époque, je parlais pas du tout d'écologie. Vraiment, je me suis lancée avec la volonté de partager. Il n'y avait même pas encore les stories, même pas les reels et tout. Mon premier canal, ça a été Instagram. Et j'ai commencé à partager lorsque j'étais en prépa parce que je galérais quand j'étais en prépa. Donc, j'ai fait une école de commerce tout à fait classique. Et avant ça, je suis partie faire mes études. Du coup, donc, je suis de La Rochelle. Je suis partie ensuite à Nantes pendant 2 ans en prépa. Et je galérais, je trouvais pas de contenu en fait en ligne pour donner des conseils sur la prépa. Et donc, j'ai commencé à me dire, OK, bah, moi, je vais en donner avec l'expérience que j'avais. Donc, j'ai commencé les petites vidéos, etc. Et puis en fait, à ce moment-là, ça a marché bof. Et en fait, ça a marché bof pendant très longtemps. Ça a marché vraiment bof pendant très longtemps. Je parlais de lifestyle, mais je commençais à parler un peu d'écologie. J'osais pas trop en parler sur les réseaux parce que j'avais l'impression que c'était vraiment la thématique chiante. On va pas se mentir, c'est pas hyper sexy de parler d'écologie. C'est vu comme une contrainte pour énormément de gens. Et donc, j'avais un peu ce truc de dire, je sentais qu'il y avait un potentiel là-dedans, mais je n'osais pas y aller. Et en même temps, sur les réseaux, personne n'y allait. Donc, j'étais un peu entre deux. Et j'ai commencé, en fait, à sentir que j'avais envie de faire plus de choses lorsque, justement, je suis partie en prépa. Je me suis rendu compte que, à moi toute seule, je vidais ma poubelle 3 fois dans la semaine. Donc, vraiment, on était sur 3 sacs de 10 litres. J'habitais dans 17 mètres carrés. J'ai commencé à me dire, ça fait beaucoup d'emballage pour une seule et même personne. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, OK, bah, il faut que je démarre et que je commence à réduire ma consommation et surtout que je réduise mes déchets. Donc, moi, c'est vraiment venu de cet angle-là. J'ai pas eu genre le déclic écolo où je me réveille un matin et oh là là, il faut tout changer. Mais ça a vraiment été de me mettre à sortir la poubelle où je me suis dit, il y a un vrai problème, quoi. Et du coup, j'ai attaqué par la salle de bain. Donc, je suis passée shampoing solide, coton lavable, coton-tige réutilisable. Après, forcément, c'est venu du coup la thématique de la cuisine, parce que j'avais beaucoup d'emballage aussi. Donc, j'ai commencé à acheter en vrac, à acheter en verre, etc. Et puis ensuite, ça s'est étendu, en fait, année après année, à toute ma vie. Et finalement, je me suis un peu spécialisée, du coup, sur les réseaux dans la thématique de la transition écologique, vraiment depuis 2 ans. J'ai tout restructuré il y a 2 ans. Et là, bah, du coup, c'est marrant parce qu'il y a 1 an et demi, quand juste avant que mon compte perce, j'avais 25 000 abonnés. Et du coup, là, en 1 an et demi, là, je suis à 126 000. Donc voilà, ça c'est bien structuré, donc très chouette. Et ça m'a permis de quitter mon CDI, puisque du coup, c'est pour ça que je vous ai mis voilà, à plein temps depuis le 31 janvier. Et en fait, avant, j'étais responsable du développement durable pour un groupe de vins et spiritueux que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Rémi Cointreau, dans lequel j'ai travaillé pendant 2 ans. Et c'était très, très chouette, mais effectivement, plus trop compatible avec ce que je voulais faire sur les réseaux. Enfin, à un moment, avoir 2 CDI à temps plein, 5 heures par nuit. Ça a été sympa pendant quelques mois, mais au bout d'un moment, j'ai dû un peu prendre la décision courageuse de dire très bien, eh ben, je quitte le CDI. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, ma mère était absolument ravie, bien sûr, quand j'ai dit je quitte mon CDI, je vais faire des vidéos sur Internet. Ça a été un peu compliqué, mais aujourd'hui, écoutez, ça fonctionne. Et je touche du bois pour que ça continue à fonctionner comme ça. Moi, j'exploite du coup pas mal de plateformes, Instagram, YouTube. Je suis sur TikTok aussi. Je suis sur Dailymotion. Je sais que ça existe encore, c'est bizarre que ça puisse paraître, mais je suis sur Dailymotion. Du moins, je reposte mes contenus. Ma plateforme phare, c'est Instagram. Je fais entre 3 et 5 posts par semaine sur Instagram. Des stories tous les jours où je raconte un peu mon quotidien. Voilà, de nana qui essaye de réduire ses déchets et réduire son empreinte, mais ma grande ligne directrice, c'est qu'en fait, tout ça, c'est pas parfait. Enfin, pour moi, je suis vraiment en galère. Et je le cache pas, hein, quand je rentre chez moi le week-end à La Rochelle et que ma mère, elle a fait le poulet du dimanche, j'essaye de réduire ma consommation de viande, mais voilà, le poulet rôti de ma mère, le bœuf bourguignon de ma grand-mère et tous ces trucs qui sont compliqués pour moi. L'idée aussi de me dire que peut-être je prendrai plus jamais l'avion, c'est un truc qui est compliqué. Enfin, voilà, donc je suis un peu dans une quête de pas mal de trucs, une quête un peu éco-responsable, et du coup, je partage ça en ligne de façon un peu déculpabilisante. Du moins, j'essaie que ce soit le plus déculpabilisant. Et donc, du coup, j'ai souvent tendance à dire que je plante des graines, en fait, sur plein de sujets. Donc, que ce soit voilà, la mode éthique, l'alimentation végétale, le slow travel, ce que vous voulez. Et ensuite, chacun fait pousser ce qu'il veut, quoi.
C'est un peu ça l'idée. Si jamais vous avez envie de consommer plus végétal, je vais vous proposer des recettes végétales et protéinées. Si votre truc, c'est réduire vos déchets, ok, voilà une vidéo sur 10 objets qui vont te permettre de réduire considérablement la taille de ta poubelle. Enfin, voilà, j'essaye d'avoir plein de thématiques pour que chacun puisse venir piocher ce qui lui plaît. Donc voilà, et puis je suis sur YouTube aussi où je fais une vidéo par semaine, parfois deux, mais la plupart du temps c'est une vidéo par semaine. Donc voilà, pas mal de challenges et du coup je suis vraiment un peu en flux tendu sur toutes les plateformes, un peu partout, mais bon ça c'est le quotidien de tous les créateurs de contenu, j'ai envie de dire. C'est bon. Et donc du coup, ici pour vous parler surtout aujourd'hui d'Interrail et de mobilité durable. Et si jamais vous ne connaissez pas ce que c'est l'Interrail, en fait, je suis partie grâce au système de l'Interrail au mois de mars pendant un mois et j'ai fait un tour d'Europe en train. Voilà, donc là j'ai mis les plus beaux clichés que j'ai pu prendre pendant ce tour d'Europe en train où j'ai passé quand même pas mal d'heures effectivement dans les wagons. Ça a été hyper chouette, donc voilà, et je vais vous expliquer un petit peu le parcours, pourquoi c'est important, je pense, aujourd'hui de repenser notre façon de voyager. Et voilà, combien ça coûte, un petit peu tous les détails pratiques autour de cette épopée du coup que j'ai fait au mois de mars. Et du coup voilà, donc après notre petit sommaire, on va parler d'abord de mobilité durable. Je vais vous expliquer ce que c'est l'Interrail. Moi, l'itinéraire que j'ai fait et peut-être comment faire le sien, le budget, quelques petits détails, évidemment des pour ou contre, et puis après vous pourrez me poser toutes vos questions. Est-ce que déjà, il y en a ici qui ne savent pas ce que c'est l'Interrail? Est-ce que vous avez jamais entendu parler? Jamais? Je ne parle pas. Ok. Du coup, ça va pouvoir t'éclairer. C'est un pass, en gros, qui permet de se balader dans toute l'Europe. Du coup, mobilité durable. Slide avec pas mal de trucs, mais en fait, l'idée là-dedans, c'est surtout de se dire que il y a un vrai enjeu aujourd'hui autour de l'aviation. Vrai enjeu aussi autour du tourisme parce que en 2019, c'était quasiment 9% des émissions mondiales qui sont dues au tourisme, donc c'est quand même considérable. Et ça veut dire qu'on a un gros... alors, c'est super chouette parce que ça fait que grandir année après année, donc on se dit, c'est cool, de plus en plus de gens voyagent, etc. Tout ça, c'est aussi dû au fait que le kérosène n'étant pas taxé, on se retrouve avec pas mal de billets pour pouvoir aller d'un pays à l'autre pour 19,90. C'est plus compliqué évidemment avec le train. Le train coûte plus cher, donc c'est pour ça que je galère aussi sur les réseaux à essayer d'inspirer autour du train parce qu'une des thématiques, c'est surtout, mais le prix, c'est beaucoup plus cher justement de partir en train. Mais du coup, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Pour moi, c'est vraiment une des clés et ça permet aussi de voyager totalement différemment parce que ça repense cette notion de temps long qu'on a totalement perdu avec l'avion où vraiment on saute dans un avion et 24 heures après, on peut être à l'autre bout du monde. Donc voilà, effectivement, la plupart des émissions du coup qui sont dues au tourisme, il y en a quand même une grosse partie qui proviennent de l'aviation. Bon alors, j'ai quand même mis le fait que les émissions, elles viennent majoritairement des touristes américains, chinois et indiens. Mais ça veut pas dire que l'Europe, on n'a pas un rôle à jouer là-dedans. Enfin, je pense qu'après, si vous êtes là, c'est que vous avez aussi conscience que c'est vraiment dans notre individualité, je pense que ça se joue et que chacun fait sa part à son échelle, du moins fait le max qu'il peut. Et voilà, et c'est effectivement un truc sur lequel on peut tous agir parce que je pense qu'on a tous à cœur aujourd'hui de partir en vacances et de s'évader un peu de notre quotidien. Donc voilà, mais donc le principal défi là-dedans, ça va quand même être l'aviation et le fait de pourquoi pas envisager un voyage avec autre chose que l'avion, que ce soit à vélo, mais ça peut aussi être du coup là comme on va le voir en train, mais ça peut être aussi le voyage en stop. Enfin, il y a plein d'autres façons de partir. Bon, évidemment voyage en voiture, mais effectivement essayer de repenser en tout cas notre consommation du système d'aviation. Ok, donc ensuite on va parler de l'Interrail. Donc l'Interrail, pour toi qui ne savais pas du coup ce que c'est, l'Interrail c'est un pass qu'on prend sur le site qui s'appelle interrail.eu qui va permettre d'explorer toute l'Europe en train. Donc nous en tant qu'Européens, c'est la plateforme qui s'appelle Interrail. Pour les non-européens, ça s'appelle Eurorail, il me semble. Bonjour. Et effectivement, en fait, ça va vous permettre, à travers un seul pass, ensuite de pouvoir explorer toute l'Europe. En fonction, évidemment, du temps que vous avez, du budget que vous avez et des pays que vous avez envie de voir. Mais donc, du coup, c'est très facile, centralisé sur une seule plateforme.
Et voilà, et franchement, un truc à faire. Enfin, moi, ça a été une expérience, je vais vous expliquer ça, mais c'était vraiment une super expérience et j'avais jamais voyagé en train autant que pendant ce mois de mars. Donc voilà, ça peut être vraiment l'occasion de repenser un peu notre façon de voyager. Ok. Donc, il y a différents types de passes sur l'Interrail, soit les FlexiPass. Donc, les FlexiPass, ça va vous permettre de prendre un certain nombre de jours à étaler. Donc là, par exemple, 4 jours sur un mois, 7 jours sur un mois. Donc, en fait, vous dites très bien, bah, je prends par exemple le mois d'avril. Et sur le mois d'avril, je vais activer, je sais pas, le premier jour pour aller quelque part. Ensuite, je reste une semaine. Ensuite, j'active 2 jours la semaine d'après, etc. Mais donc, du coup, c'est pas des passes qui sont des passes consécutifs, quoi. Et donc, vous pouvez les prendre un petit peu ponctuellement pendant une période donnée. Et la deuxième chose, ça va être de prendre un pass continu. Donc, moi, c'est ce que j'ai pris. J'avais pris le pass un mois en continu pour pouvoir voyager partout et pouvoir prendre des trains. J'ai pas pris des trains tous les jours, mais en vrai, quasi tous les jours quand même. Donc, c'était assez pratique de faire avec ça. Donc, 2 types de passes. Et évidemment, après, les prix varient en fonction de la tranche d'âge. C'est pour ça que je me suis dépêchée de faire là cette année, parce que du coup, j'ai 26 ans. Et il y a des tarifs jeunes, du coup, en dessous de 27 ans. Donc, je me suis dépêchée de faire ça cette année avant d'avoir 27 ans. Et là, les tarifs que je vous ai mis, bonjour, les tarifs que je vous ai mis, c'est les tarifs adultes. Donc, on peut voir ça effectivement comme un truc et ça a quand même un coût, hein, on va pas se mentir. Mais bon, je pense que remis au nombre d'heures que vous pouvez faire avec, in fine, c'est assez rentable. Moi, je vous expliquerai à la fin, mais en gros, j'ai fait à peu près une centaine d'heures de train sur un mois. Et en tout et pour tout, tous les trains, ça m'a coûté à peu près 600 euros, du coup, sur un mois. Donc, c'était quand même un coût. Bon, après, je suis partie un mois. Vous n'êtes pas obligé de partir un mois. J'étais un peu dans l'extrême. Mais du coup, ça fait du 6 euros de l'heure par heure de train. Donc, en vrai, ça reste hyper rentable quand on voit par rapport au prix, par exemple, SNCF en France ou quoi. Ça reste quand même assez rentable. Je peux aller à la salle. Comment ça fonctionne? En fait, vous vous inscrivez sur le site de l'Interrail et ensuite, vous avez tout sur une application qui s'appelle Rail Planner que vous mettez sur votre téléphone. Une fois que vous avez pris le pass, vous avez 1 an pour l'activer. Donc ça, c'est assez intéressant parce que moi, ça m'a permis en fait de prendre le pass au moment où il y avait une opération du Black Friday. Donc, du coup, j'ai payé moins cher mon pass. Et ensuite, on a 1 an pour l'activer. Et ensuite, en fait, tout se fait sur le pass. Donc, vous rentrez vos destinations. Donc là, par exemple, Copenhague, Stockholm. Vous voyez tous les trains de la journée et vous les activez du coup à l'intérieur de votre passe. Et ensuite, vous présentez juste le QR code au monsieur qui passe, voilà, contrôleur. Vous avez juste à lui donner le QR code et en fait, tout est centralisé sur le QR code. Donc, il n'y a pas d'histoire de j'ai des billets dans mes mails, etc. Vraiment, tout est sur le QR code. Donc, c'est quand même assez facile d'utilisation. Comment est-ce qu'on crée son itinéraire? Bon, déjà, il y a beaucoup de ressources sur le site de l'Interrail. Moi, j'avais fait appel à une travel planner, c'est pour ça que je vous ai mis. Ça dépend vraiment de la durée de votre voyage, de la zone que vous avez choisie. Moi, j'étais partie, du coup, je suis partie dans l'Europe du Nord. Je suis montée jusqu'aux îles Lofoten, tout au nord de la Norvège en train. Et effectivement, ça dépend de où vous voulez aller. Il y a pas mal d'itinéraires qui sont sympas à recommander sur le site de l'Interrail en fonction de la durée que vous voulez. Par exemple, là, si vous avez envie de partir une semaine, voilà, à Rome, Gênes, etc., faire toutes les routes romaines, machin, donc ça, vous pouvez le faire en une semaine. Et ça vous donne aussi des passes qui peuvent être sympas à prendre en fonction. Voilà, mais ça peut aussi être un truc sur 3 jours. Enfin, voilà, il y a pas mal d'itinéraires en fonction de la zone que vous avez envie de visiter. Et tout ça, du coup, soit vous allez sur le site de l'Interrail avec tous les itinéraires. Après, il y a beaucoup de ressources aussi sur Internet, notamment sur TikTok. Si jamais vous êtes un peu sur TikTok et même sur Insta, mais beaucoup sur TikTok, si vous tapez Interrail, il y a plein de gens qui disent idées d'itinéraire, Interrail, etc. Soit Europe du Sud, Europe du Nord et tout, mais il y a vraiment pas mal de ressources. Et après, je vous ai mis une petite reco si jamais ça vous intéresse. Moi, j'avais fait appel à une travel planner qui s'appelle Clémentine et qui était vraiment top, qui m'a aidé à tout définir parce que je partais quand même 1 mois. Donc, j'avais besoin un peu de structure et de trucs pour savoir un peu justement quelles étaient les bonnes correspondances à prendre, etc. Parce que sur un truc d'1 mois, comme je me suis quand même baladée dans 6 pays, j'avais un peu besoin d'avoir un parcours clair. Après, vous pouvez très bien être dans un pays et vous dire, OK, où est-ce que je vais dans le prochain pays? Le tout étant de pas non plus réserver les billets à la dernière seconde, surtout pour tout ce qui va être les trains, on va dire, sur les trajets un peu demandés, genre les trains entre 2 pays.
Souvent, les petits TER à l'intérieur d'un pays, c'est pas grave, mais sur les trains entre deux pays, c'est quand même pas mal. Mais donc, du coup, pas mal de ressources déjà en ligne pour pouvoir trouver un itinéraire simple. L'itinéraire que j'ai fait, du coup, moi, c'était, je suis partie dans tous les pays, du coup, scandinaves. J'ai commencé par la Suisse. Ensuite, je suis partie en Autriche, en Allemagne, au Danemark, en Suède et en Norvège. Et donc, du coup, je me suis baladée, effectivement. J'ai un peu fait toutes les capitales européennes jusqu'à monter aux îles Lofoten, qui sont les îles les plus au nord de la Norvège. Et tout ça, du coup, à base de 100 heures de train. C'était très sympa, mais promis, ça passe très vite. Et effectivement, je vous ai mis une petite carte. Donc, je suis partie du coup de Paris pour arriver en Suisse. Je suis allée à Bâle, Neuchâtel et Zurich. Ensuite, je suis remontée en passant par l'Autriche, où je suis allée à Innsbruck. Sud de l'Allemagne, Munich, Stuttgart. Et ensuite, je suis remontée à Berlin. Avant d'arriver au Danemark, à Copenhague, où du coup, j'ai pris, il y a un petit pont ici. Et donc, le train va sur le pont. C'est très sympa. Là, vous êtes dans le train et le train est dans un tunnel. Et d'un seul coup, vous êtes sur un pont au milieu de l'eau et tout. Pour passer, du coup, côté Suède, où je suis arrivée à Stockholm, avant d'aller à Oslo. Ensuite, là, je vous épargne les petits TER, effectivement, qui m'ont pris pas mal de temps. Mais qui m'ont permis d'arriver jusqu'aux îles Lofoten après avec un ferry. Avant de redescendre, je suis passée vite fait à Bergen sur la côte norvégienne. Et ensuite, j'ai fait tout le trajet inverse en train. Bon, évidemment, comme je vous dis, c'était long quand même. Hein. Un mois, on va pas se mentir, sachant qu'il m'a fallu 2 jours pour rentrer de Bergen. Mais voilà, après, in fine, si vous avez envie, si vous avez fait tout un périple en train et que vous avez pas envie de vous taper 2 jours pour rentrer et vous voulez prendre un vol, ça reste toujours moins pire que si vous avez fait tout le trajet avec plein de petits vols internes. Donc, voilà, il faut remettre aussi l'église au milieu du village. Je sais que parfois, c'est aussi un peu compliqué. Et j'avoue que c'était tentant quand j'ai regardé et que j'ai vu que j'étais à Bergen et qu'en 2 heures, je pouvais être à Paris. Et ben, du coup, j'ai 2 jours à rentrer. Bon, l'idée, c'est aussi de faire au mieux. Et d'ailleurs, on a eu une galère. Qui m'a obligée à prendre un vol interne. Voilà, évidemment, ça m'a fendu le cœur pour mon empreinte carbone. Mais on a dû prendre un vol en Norvège parce que on a loupé un train. Et en fait, en loupant ce train qui avait été remplacé par des bus, bref, on s'est retrouvé à devoir prendre un avion parce que du coup, on devait absolument relier 2 villes en Norvège et il n'y avait qu'un seul train dans la journée. Donc ça peut être un des désavantages aussi en fonction des pays dans lesquels vous allez. Moi, j'étais assez surprise de voir que pour relier 2 grandes villes de Norvège, parfois, il n'y avait qu'un train dans la journée. Donc, à ne pas louper. Faites pas cette erreur, sinon vous allez devoir prendre un vol interne à 300 balles. C'est un peu nul. Et donc voilà. Mais globalement, franchement, ça se fait vraiment très bien. Et évidemment, après, vous pouvez choisir tous les itinéraires que vous voulez. Et d'ailleurs, il y a il me semble, un petit calculateur justement sur le site de l'Interrail où vous pouvez trouver votre itinéraire. Si vous mettez les villes par lesquelles vous voulez passer, ça va vous dire on vous recommande de passer par ça, par ça, par ça, et ensuite de redescendre. Voilà. Donc c'est assez bien. Budget à prévoir, du coup, c'est ce que je vous ai mis. Donc, vous pouvez partir entre 4 jours et 3 mois. Là, du coup, c'est les budgets pour un adulte. Donc, ça démarre 4 jours. Sur le pass, peut-être, du coup, on prend 4 jours sur un mois. On est à moins de 300 € pour un adulte. Et après, sinon, 15 jours consécutifs, vous pouvez vous retrouver, du coup, à 476 €. Alors, ça peut paraître assez cher, par exemple, si on prend le pass continu de base. Mais c'est vrai que mis bout à bout, si vous faites des vacances ou potentiellement vous prenez des vols à droite à gauche, ça peut être finalement assez rentabilisé. Et surtout, le truc intéressant, comme je vous disais, c'est qu'il y a régulièrement des promos sur le site de l'Interrail. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez suivre sur le site de l'Interrail. Enfin, moi, du coup, j'ai été abonnée au compte Insta et donc j'ai su parce qu'ils ont dit attention, promo Black Friday, etc. Et c'est comme ça que j'ai pu prendre mon pass. Et moi, ça m'a permis quand même de payer mon pass 380 € pour un mois. Donc, c'est quand même hyper avantageux. Pour un seul mois, c'était pas mal. Et du coup, ensuite, vous en fichez de le prendre quand vous voulez, puisqu'ensuite, vous avez 1 an pour l'activer. Donc, au moment où il y a une promo, c'est toujours intéressant de le prendre. Je pense qu'à la prochaine promo, j'en reprendrai un pour pouvoir repartir dans l'année à venir. Alors, il y a quand même 3 types de réservations que j'ai constaté du coup en partant, parce que évidemment, en fait, on ne peut pas tout réserver, sinon c'est un peu trop facile.
chaque pays en Europe et chaque compagnie fait un peu sa loi. Donc ça, c'est un peu, on va dire, un des bémols de l'Interrail. La majorité des réservations, c'est des réservations gratuites sans place attitrée. Donc juste, en fait, vous prenez le billet, ça se met dans votre QR code et terminé, vous vous mettez où vous voulez, un peu le principe du TER qu'on a en France. Le deuxième, c'est les réservations gratuites, mais avec un siège attitré facultatif. Donc si vous voulez le siège hyper bien placé à côté de la fenêtre, etc., vous voulez être sûr de l'avoir, il faut du coup mettre quelques euros en plus pour pouvoir l'avoir. Bon, moi, je vous rassure, je me suis jamais retrouvée sans siège. Ça m'est arrivé, par contre, à un moment de m'asseoir quelque part et que quelqu'un me dise bah, c'est ma place. Bon, bah, juste, je prends mes affaires et je me décale. Mais si jamais vous voulez vraiment votre place, bon, voilà, faut payer quelques euros en plus. Je me suis jamais retrouvée la place à côté des toilettes ou assise par terre. Donc, en vrai, malgré tout, ça va. Et moi, j'avais pas envie de payer en plus pour un siège attitré, comme j'ai fait quand même pas mal d'heures de train. Je m'en fichais un peu, mais voilà, ça peut être à prendre en compte. Et il y a certaines compagnies pour lesquelles la réservation, elle est payante et elle est en plus. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé en Norvège. Pour les trains en Norvège, par exemple, la compagnie norvégienne estime qu'il faut payer en plus. Donc en gros, je suis juste allée sur le site de la compagnie norvégienne et donc du coup, j'ai booké mes trains à côté. Mais grâce au pass Interrail, c'était 5 euros, je crois, le billet de train à rajouter en plus. Alors, c'est pas énorme, mais ça peut être à prendre en compte en fonction des pays dans lesquels vous allez. C'est pas dans tous les pays, mais je crois qu'il y a certains pays. Voilà, moi, j'ai eu ça en Suède et en Norvège. Bon, je sais pas si c'est parce que voilà, ça fait partie des pays les plus chers d'Europe. Je sais que dans toute l'Europe de l'Est, il n'y en a pas. En Italie, il n'y en a pas. Enfin, il y a beaucoup de destinations dans lesquelles il n'y en a pas. Mais ça peut être en prendre en compte si jamais c'est un... Voilà, en fonction des destinations surtout dans lesquelles vous allez, mais de toute façon en fait c'est hyper écrit sur l'application Rail Planner, vous avez la mention réservation facultative, réservation obligatoire, c'est écrit en rouge et tout ça bien indiqué, donc sur ça il n'y a pas trop de soucis. Et ensuite je vous ai mis une petite mention quid des trains de nuit parce que j'aurais aimé prendre des trains de nuit, c'était un peu ça aussi moi l'objectif, mais j'ai pas pu parce qu'en fait la plupart des trains de nuit étaient pas encore en circulation. Moi quand j'ai fait l'Interrail là, je pense que c'est parce que je suis partie, c'était pas encore la pleine saison, ou je sais pas, mais du coup, quand j'ai cherché des trains de nuit, moi je m'étais dit, comme je vais pas vous mentir, je suis un petit peu une pince, je m'étais dit, je vais m'économiser des nuits d'hôtel, donc je vais clairement dormir dans le train. Mais bah, au global, j'ai pas pu dormir dans le train. Parce que quand je mettais deux destinations et du coup avec la volonté de dormir dans le train, ça me disait arriver à 23h50 à une destination et départ à 5h du mat le lendemain. Donc c'est clairement pas un train de nuit et j'avais pas envie de rester 5 heures à la gare en pleine nuit. Donc j'ai pas pu en prendre. Je pense que par contre il y en a dans des destinations plutôt Europe du Sud à mon avis, en Grèce, Italie, etc. Je pense qu'il y en a et que c'est peut-être plus facile. Aussi ça dépend de la saison, mais du coup moi j'ai pas pu. Des petits détails pratiques, ça va être peut-être de penser à inclure votre retour à l'intérieur du séjour, c'est-à-dire que si vous partez 15 jours, il faut que vous soyez rentré, du coup 15 jours consécutifs, il faut que vous soyez rentré au 15e jour, parce que sinon il faut payer, vous devez payer un billet plein pot ensuite sur le retour, donc c'est pas 15 jours plus mon retour, c'est vraiment le retour doit être inclus dans les 15 jours que vous prenez par exemple. Avoir effectivement bien sûr l'application Rail Planner, partir en sac à dos. Je ne vous recommande pas du tout de partir avec une valise. Franchement, vous allez trop vous embêter à l'intérieur des trains. Parfois, il y a du monde et tout, c'est vraiment une galère. Donc vraiment, le sac à dos, voilà, et le sac à dos léger, parce que franchement, j'avais 13 kilos sur le dos avec toutes mes caméras et tout, je l'ai regretté. Donc, essayez de partir le plus léger possible. Je vous ai mis quand même faire attention à la Deutsche Bahn. Si jamais vous êtes déjà allé en Allemagne et que vous avez pris le train là-bas, cette compagnie, en fait, elle est toujours en retard. Vraiment, c'est un délire. Moi, j'avais l'impression qu'en France, on était mal lotis avec la SNCF. Je ne savais pas la chance qu'on avait à ce moment-là d'avoir la SNCF parce que vraiment, la Deutsche Bahn, c'était assez compliqué quand même. Le train s'arrête en plein milieu d'une voie et on nous dit, bah là, on est arrêté. Ok, très bien. Sauf que du coup, moi, j'avais 1 heure de correspondance. Après, j'ai failli louper un train avec 1 heure de correspondance. Je me dis, je suis large. Je suis arrivée et j'avais 4 minutes pour changer de train. Entre deux, enfin, un truc assez hallucinant. Et je pense que les Allemands sont assez habitués parce que du coup, personne ne dit rien. Donc, je demandais, excuse-moi, qu'est-ce qui se passe? Et là, on me disait, bah non, mais le train est arrêté. D'accord. Bon, voilà. Ou alors, on monte dedans et on nous dit, bah là, on ne peut pas partir parce que le conducteur n'est pas là. D'accord, bah, très bien. Donc, enfin, voilà. Donc, c'était un peu un délire. Donc, la seule reco que j'ai, c'est sur la Deutsche Bahn où vraiment, il faut faire gaffe si vous avez des correspondances courtes parce que ça peut être un peu touchy. On m'a beaucoup demandé sur Instagram, est-ce que c'est faisable avec un enfant? J'estime que oui, mais j'ai pas d'enfant, donc après tout, je suis qui pour dire. Mais en même temps, je pense quand même que c'est faisable avec un enfant dans le sens où
le train, enfin, il y a quand même, ça bouge tout le temps, il y a les paysages, je pense qu'on peut, j'ai vu plein de gens, justement, des familles, alors je sais pas s'ils faisaient un interrail, mais qui faisaient quand même des gros trajets de 8-9 heures de train. Ils avaient des enfants, et donc, du coup, voilà, les enfants se baladent. Et l'avantage du train, surtout, c'est qu'en fait, on peut faire plein de trucs, quoi. Ça va être regarder le paysage, mais vous pouvez aussi regarder une série. Il y a de quoi se brancher absolument dans toutes les compagnies que j'ai faites. Il y a de quoi se brancher, il y a du wifi et tout. Et franchement, ça fonctionne. Moi, j'étais assez surprise. Je me suis dit, oh, je vais exploser mon forfait. En fait, il y a vraiment du wifi partout et ça fonctionne bien. Donc assez facile. Et puis après, voilà, vous pouvez aussi dormir, regarder des films. Enfin, voilà, chacun après est libre de faire ce qu'il veut. Mais je trouve que le voyage en train, sur ça, c'est quand même pas mal. Et ça vous permet surtout de pas avoir cette perte de temps de je vais à l'aéroport, je dois passer scanner mes affaires, etc. Et j'arrive en plus, du coup, après à l'aéroport, j'arrive en dehors des villes et donc le temps de prendre un taxi, prendre un transport pour revenir en ville, etc. Là, c'est quand même hyper facile, plein centre, vous arrivez plein centre et ça vous fait aussi, ça peut faire aussi un petit peu gagner du temps parce que ça évite tous les contrôles, etc. Petit pour contre, alors évidemment, vous avez une sensation de liberté que moi j'ai trouvé assez fabuleuse, qui est juste d'être avec son sac et de pouvoir aller n'importe où. Moi, je me suis retrouvée à des endroits juste à descendre parce que la gare avait l'air cool. Ok, bah je descends et j'ai juste envie d'explorer le village ou le lieu et voilà. Et juste je descends et du coup, je restais 3 heures quelque part et après, hop, je reprenais un TER et je repartais et tout. Donc, sensation quand même très chouette de pas avoir nécessairement ce truc de voyage organisé et tout qu'on peut avoir, je trouve, quand on est à l'étranger et qu'il faut vraiment vite rentabiliser le temps. Donc ça, c'était assez cool. Tarif qui est quand même assez attractif, enfin je trouve si vous le prenez avec une offre et tout, ça peut être encore plus intéressant avec une promo quand on voit surtout la quantité de trains qu'on peut faire. Du coup, comme je vous disais, moi ça m'est revenu à peu près à 6 € par heure de train. Donc en vrai, ça va quand même. Et bah, évidemment, enfin le plus gros cours, c'est l'impact environnemental. Je vous ai fait une petite comparaison quand même parce qu'on l'a fait quand j'étais à Oslo. J'ai un ami qui m'a rejoint. Donc il est passé par Paris et il m'a rejoint. Il a fait Paris-Oslo. Bon, évidemment, ça lui a pris une heure et demie là où moi, je m'étais baladée pendant 2 semaines avant d'arriver à Oslo. Mais du coup, c'est quand même 45 fois plus polluant de venir en avion sur un Paris-Oslo plutôt que de faire un Paris-Oslo du coup en train. Donc c'est pas non plus négligeable. Une demi-tonne de CO2. Pour vous dire à peu près la consommation, enfin l'empreinte moyenne d'un Français à l'heure actuelle, c'est 10 tonnes de CO2 par an, par personne et par an. Pour respecter les accords de Paris, bon, qui vont pas être respectés, hein, on peut pas se mentir sur ça. Il faudrait qu'on soit tous à 2 tonnes. Donc autant vous dire que du coup une demi-tonne pour juste faire du coup un Paris-Oslo, c'est quand même considérable. Voilà, versus en TGV, bah, c'est 11 kg de CO2. Donc vraiment absolument considérable. Contre cette petite peut-être manque de flexibilité, comme je vous ai dit, par exemple, moi j'ai eu un problème avec les trains là en Norvège où j'ai loupé ce train, donc obligé de prendre un avion, etc. J'aurais très bien pu prendre le même train le lendemain. Juste, du coup, j'avais plein de trucs qui étaient organisés. J'avais booké des trucs sur les jours à venir. Donc, je me suis dit, OK, bah, tant pis, on prend un vol pour 1 heure. Bon, malgré tout, en termes d'empreinte, ça va parce que je me suis baladée partout en train. Mais c'est vrai que c'était un peu dommage. Et effectivement, contre peut-être l'aspect où il y a des frais supplémentaires qui peuvent être à prévoir, comme je vous disais, pour les quelques trains qui sont à payer en plus. Donc, par exemple, dans les pays comme la Norvège, la Suède et tout. Alors, c'est pas énorme, on parle de 5 à max 10 €. Je crois que j'ai payé entre 5 et 8 € maximum, du coup, par train. Mais bon, ça peut être à prendre en compte parce que faut quand même le garder en tête et pas se dire qu'on prend le pass et potentiellement on a tous les trains qu'on veut gratuitement. Il y a certains pays sur lesquels c'est un peu régulé. Et il me semble que la France est régulée aussi. D'ailleurs, ça marche pas en France. Enfin, vous pouvez pas juste vous dire, allez, je prends 15 jours et du coup, je me balade dans toute la France, sinon ça serait un peu trop beau. Mais ça marche par contre sur votre trajet aller et votre trajet retour. Voilà, donc si vous faites Paris quelque part et ensuite à la fin quelque part Paris, là ça peut rentrer dans le pass Interrail, mais vous pouvez pas vous dire ah oui bah d'abord je passe par Nice voir ma grand-mère pour lui faire un bisou et ensuite je pars en Italie et tout, ça marche pas malheureusement. Et voilà, une petite conclusion rapide, c'est qu'en fait, au final, enfin moi, ce que j'ai vraiment pris en compte pour avoir voyagé quand même pas mal dans ma vie, j'ai la chance du coup d'avoir eu ma mère qui m'a emmenée partout depuis que je suis toute petite, donc j'étais plutôt rendue à 3-4 avions par an il y a quelques années. Et quand j'avais pas la conscience écolo que j'ai aujourd'hui, ça me posait aucun problème en fait. Mais aujourd'hui, après avoir repensé un petit peu le truc,
Je trouve que voyager en train, ça permet vraiment de remettre cette notion de temps long en fait au cœur du voyage et de repenser aussi ce truc de est-ce que vraiment un voyage commence lorsque vous arrivez à la destination ou est-ce que le voyage il commence pas juste quand vous êtes parti de chez vous. Après voilà, c'est une autre façon de penser et c'est vrai qu'on est vraiment dans un monde où là aujourd'hui les vols ont jamais été aussi fréquents quand on regarde les cartes d'Europe voilà, de l'aviation et tout, ça fait quand même un peu flipper. L'empreinte carbone de tout ça, évidemment, c'est pas sans conséquence. Et du coup, je trouve que ça permet quand même de remettre cette notion de temps long. En plus, on voit les paysages changer et tout. C'est ça que j'ai trouvé aussi sympa, c'est que j'ai vu les paysages changer au fur et à mesure que je montais vers le nord. Voilà, la neige apparaître, voilà. Et donc, du coup, ça m'a permis quand même d'arriver jusqu'aux îles Lofoten, de voir des aurores boréales et tout. Et je sais qu'il y a pas mal de gens que ça a inspiré sur Insta. Enfin, j'ai reçu beaucoup de gens qui m'ont dit ah mais génial, moi aussi je prends un pass et tout, trop envie d'aller voir des aurores boréales justement et le tout en train. Donc ça peut être une expérience aussi un peu sympa à faire. Moi je l'ai fait solo. Bon, il y a des potes qui m'ont rejoint sur certaines portions, mais sinon j'ai pas mal été toute seule. Et franchement, même sur ça, en tant que fille toute seule, enfin ça se fait carrément. Je vous ai mis des petits comptes à suivre. Bon, évidemment, j'ai mis mon compte. Voilà. Je vous ai mis le compte de Molo, qui est Molo et Ourail. En gros, c'est deux boîtes qui ont été montées par des jeunes et qui proposent justement plein de conseils pour pouvoir partir en train. Ils ont sorti des bouquins, etc. sur le voyage un peu slow travel. Bruno Maltor, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un influx voyage et qui voyage pas mal en train et qui a fait pas mal de vidéos aussi sur ce sujet.